Une maison, 3 chambres, 3 chaînes, 3 vies volées. Pendant plus de 10 ans, un quartier tout entier a dormi à côté d'un monstre. Un homme qui chaque soir rentrait chez lui pour nourrir, frapper et violer les femmes qu'il gardait prisonnières dans l'ombre. Personne ne se doutait de rien. Bienvenue dans l'horreur, bienvenue dans l'histoire du monstre de Cleveland. Cleveland, dans l'Ohio, en avril 2003. Amanda Berry quitte son travail dans un fast-food. Elle appelle sa sœur pour lui dire qu'elle rentre, mais elle n'arrivera jamais chez elle. Amanda a 16 ans. Elle est joyeuse, timide. Elle rêve de devenir chanteuse. Sa famille s'inquiète. On colle des affiches. On contacte les médias. Les mois passent. L'espoir diminue. L'année précédente, une autre jeune fille a disparu, Michelle Knight. Elle a 21 ans. Sa disparition émeut peu. Elle est adulte, mère célibataire et un peu isolée. Personne ne la cherche vraiment. Un an après, Amanda, c'est au tour de Gina de Jésus, 14 ans, de disparaître. 3 jeunes filles, 3 enlèvements, un quartier et un seul homme derrière tout ça. 3 familles détruites au silence. 3 absences qui vont hanter Cleveland pendant plus de 10 ans. Pourtant, il est encore trop tôt pour comprendre ce qui se joue. Ariel Castro connaissait chacune d'elles. Il n'était pas un inconnu. Il jouait avec la confiance. Il proposait un simple « Je te ramène chez toi ». Et les filles acceptaient. Dès qu'elles montaient dans la voiture, leur vie basculait. Une maison, des portes verrouillées, des chaînes, un sous-sol. Amanda se souvient de cette première nuit. Elle pense que c'est une erreur. Elle pense qu'il va la libérer. Mais très vite, elle comprend. Les menottes, les coups, le viol. Michelle, elle a été la première à subir. Elle est enchaînée par la cheville, nourrie de restes et battue. Castro lui dit « Personne ne viendra te chercher, personne ne se soucie de toi. » Et il avait raison. Personne n'a signalé sa disparition pendant des semaines. Il savait choisir ses cibles, des jeunes femmes, isolées et vulnérables. Il savait comment les manipuler. Et surtout, il savait comment disparaître. C'est ainsi que les monstres avancent, en restant invisibles. La maison de Castro ne paye pas de mine. Façade blanche, jardin négligé et les volets fermés. À l'intérieur, une prison improvisée, des pièces calfeutrées, des chaînes et des alarmes sonores si une porte est ouverte. Il joue au joaillier. Il contrôle tout. Nourriture, lumière, toilette et sommeil. Il oblige les filles à appeler sa mère pour lui dire qu'il va bien. Il fait croire à Amanda qu'il aime sa famille. Parfois même, il les drogue. D'autres fois, il leur laisse juste de la musique, qu'elles doivent écouter en boucle pendant des heures. Et dans cette musique, elles apprennent à survivre, une note après l'autre. Un cauchemar rythmé, réglé comme une horloge. Dehors, la vie continue. Dedans, le temps se fige.
Un jour, Amanda découvre qu'elle est enceinte. Castro alors lui donne un peu plus de liberté, un peu plus de nourriture. Et le 25 décembre 2006, elle accouche dans une piscine pour enfants. Michel l'aide, mais il la prévient. Si le bébé meurt, je te tue. La fille s'appellera Jocelyne. Pendant des années, elle grandira dans la maison, ignorant que sa mère est prisonnière. Michel, elle tombe enceinte plusieurs fois. Castro la frappe au ventre, la pousse dans les escaliers et la prive même de nourriture. Elle perd au moins 5 bébés. Il dira plus tard: je n'étais pas un monstre, je ne voulais juste pas d'enfant d'elle. Mais comment appeler ça autrement? Il contrôlait qui vivait et qui mourait. Castro joue avec leurs esprits. Il leur fait croire que personne ne les cherche, que leur famille les a oubliés. Il montre parfois des bulletins d'infos où l'on parle d'elles, puis éteint la télé. Il promet la liberté, puis les frappe quand elles y croient. Les filles développent ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm inversé. Elles se replient, elles ne parlent presque plus, elles n'ont plus d'identité. Mais dans le silence, un instinct de survie demeure. Un regard, un geste, une pensée suffisent à ne pas sombrer. Elles attendent, elles s'observent, elles se soutiennent, sans parler, sans espoir, mais sans renoncer. Le 6 mai 2013, Jocelyne, la fille d'Amanda, commence à poser des questions. Mais pourquoi on ne peut jamais sortir? Ce jour-là, Castro oublie de verrouiller une porte. Amanda tente sa chance. Elle crie, elle frappe. Et un voisin, nommé Charles Ramsay, entend les cris. Il l'aide à défoncer la porte. Amanda sort en hurlant: appelez la police, je suis Amanda Berry. Et la police arrive. Gina et Michel sont enfin libérés dans la foulée, après 3700 jours de captivité. Elles sont enfin libres. Castro est arrêté. Il reste impassible. Il dit qu'il aime ses filles. Lors du procès, il reconnaît 937 chefs d'accusation. Et il dira: oh, je ne suis pas un monstre, j'ai juste une addiction au sexe. Le juge n'est pas dupe. Castro est condamné à la prison à vie, plus 1000 ans, sans libération possible. Mais 34 ans plus tard, il est retrouvé pendu dans sa cellule. L'homme qui refusait ses victimes toute nourriture et toute liberté s'est offert la sienne. A-t-il regretté ou a-t-il fui une fois encore? La justice a tranché, mais les cicatrices, elles, resteront à jamais. Michelle, elle, change de nom. Elle publie un livre qui s'appelle Finding Me. Elle se marie, tandis qu'Amanda devient journaliste, défend les personnes disparues, et Gina crée une fondation pour soutenir les familles de victimes. Elles refusent d'être appelées les victimes. Elles sont des survivantes. Ce que l'ombre a tenté de détruire, la lumière l'a reconstruit. Elles ont choisi de vivre et surtout de témoigner. Parce que raconter, c'est résister. Parce qu'oublier, c'est laisser les monstres recommencer.
Ce qui rend cette histoire si terrifiante, ce n'est pas seulement la cruauté, c'est qu'elle a eu lieu au cœur d'un quartier ordinaire, que personne n'a rien vu, que tout le monde pensait tout savoir. Ariel Castro est mort, mais d'autres monstres lui ressemblent. Merci d'avoir écouté cette histoire. Abonnez-vous si vous êtes prêt à affronter la vérité. Je suis l'inconnu masqué, et je vous dis à bientôt dans l'ombre. Bienvenue dans l'ombre. Je suis l'inconnu masqué.